Bonjour à tous. Bonjour Valérie Rabault, vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée socialiste de Tarn-et-Garonne. Merci d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. Beaucoup de sujets à évoquer, évidemment. Vous nous direz notamment ce que vous retenez de la visite toujours en cours du président au Proche-Orient. On parlera évidemment aussi du projet de loi de finances et voilà, de bien d'autres sujets. Juste un mot pour vous rappeler que notre rencontre est retransmise en direct sur le portail vidéo internet de l'Assemblée nationale et qu'un live tweet est assuré par notre ami Stanislas Noyer qui arrive. Pour commencer, je laisse la parole à Chantal Didier. Bonjour, Valérie Rabault. Le président de la République est effectivement au Proche-Orient. Première visite à Israël, deuxième visite en Jordanie. Est-ce que vous pensez que cette visite correspond à la position historique de la France, justement par cet équilibre entre Israël et deux pays ou deux responsables arabes? C'est un sujet. Merci beaucoup. Bonjour à vous toutes et tous. Alors, vaste question dans votre question, parce que, effectivement, la France a toujours eu un rôle particulier sur la relation, en tout cas sur l'équilibre entre Israël et la Palestine. Je rappelle que le président François Mitterrand a été le premier chef d'État à s'exprimer en 1982 devant la Knesset, et à la Knesset, il a insisté sur la nécessité d'avoir deux États. Et puis, depuis 1982, il y a chaque fois eu des étapes. Et la dernière étape, c'est 2012, c'est novembre 2012, c'est François Hollande, et depuis, il n'y en a pas eu. Ce qui pose effectivement. Donc, novembre 2012, c'est au moment où la Palestine peut avoir un statut d'observateur auprès des Nations Unies, ce que la France a soutenu. Depuis 2012, il ne s'est rien passé, ça veut dire 11 ans. Et c'est plutôt ces 11 ans-là qui ne sont pas conformes à la tradition de la France, qui a assuré toujours un équilibre entre la Palestine et Israël, avec la nécessité d'avoir deux États. Donc le président de la République entame une visite aujourd'hui à la fois en Israël, en Jordanie, comme vous l'avez rappelé, et puis aussi en Palestine, puisqu'il est allé à Ramallah. Donc moi, sur les annonces qui ont été faites avant le voyage et sur l'idée d'avoir un voyage équilibré, je souscris à cette idée-là d'avoir un voyage équilibré qui dise, effectivement, vu ce qui s'est passé en Israël, nous avons une condamnation extrêmement forte du Hamas, qui est un mouvement terroriste. Là, j'insiste bien là-dessus. Et il y a une exigence en parallèle de protection des populations civiles palestiniennes. Ça, pour nous, c'est véritablement une exigence que nous portons. Alors, depuis, le président de la République a fait d'autres propositions. Oui, il a une proposition d'une coalition. D'une coalition internationale. Bon, de toute façon, quand on fait une proposition d'une coalition internationale, la première des choses, c'est d'abord d'en discuter avec ses partenaires. Moi, je pense que c'est la première des choses à faire. Et vous pensez qu'il ne l'a pas fait? Il ne l'a pas fait, puisque les États-Unis ont fermé la porte dès hier soir à sa proposition. Donc, en termes de méthode diplomatique, je trouve ça désastreux. On ne peut pas faire des propositions sur des coalitions internationales, ça c'est sur la forme, et ne pas en parler à ses partenaires, ça c'est pas de la bonne diplomatie, c'est clair. Et puis sur le fond, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure méthode pour parvenir à résoudre, enfin en tout cas essayer d'apporter des solutions sur la situation qui est extrêmement difficile. Donc effectivement, depuis, nous avons eu ici à l'Assemblée nationale, nous avons entendu la Première ministre, le président était parti en disant il y aura un déplacement équilibré. Depuis, il a fait d'autres annonces qui correspondent sur une coalition internationale, sans en avoir parlé à ses partenaires. Sur la forme et sur le fond, ça ne me paraît pas être une bonne méthode qui a été retenue par le président de la République. Sur la méthode, on comprend bien. Sur le fond, certains analystes expliquent qu'effectivement, au-delà de la formulation, l'idée générale de cette proposition serait de ne pas laisser Israël seul dans son face-à-face avec le Hamas, et puis avec, d'une certaine façon, en raison des risques et des morts dans la population civile avec les Palestiniens. Est-ce que cette idée d'englober finalement, ou d'essayer d'encadrer autant que possible la riposte d'Israël vous semble pas aller dans le bon sens d'une certaine façon malgré tout? Il y a des démarches qui sont engagées, qui peuvent être engagées.
sans passer par la question d'une coalition internationale. Clairement, nous insistons depuis le début sur la protection des populations civiles palestiniennes. D'abord parce que humainement c'est indispensable, et puis aussi parce que nous voulons éviter un embrasement encore plus important du conflit. Donc voilà, cette question-là, elle peut parfaitement être abordée dans l'état actuel du droit et avec les discussions qui se passent entre les deux États. Vous avez assisté hier soir à une réunion à l'Assemblée nationale avec les familles des otages, notamment franco-israéliens. Est-ce que pour vous, la libération des otages est d'abord une condition sine qua non à une trêve? Oui, ça je l'ai dit hier, je le redirai. Là, pour le coup, je souscris quand le président de la République a annoncé que la priorité était la libération de tous les otages. La priorité est la libération de tous les otages. Il y a eu un débat sur la situation au Proche-Orient en début de semaine à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que vous considérez que le débat politique français, d'une façon générale, débat politique français en général et peut-être à gauche en particulier, est à la hauteur de la situation? Alors, ça faisait plus d'un an qu'il n'y avait pas eu de débat à l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle les fameux débats 50-1, où le gouvernement vient présenter les options qu'il défend, notamment en matière de politique étrangère. Il y en avait eu un au Sénat, mais pas à l'Assemblée nationale, donc il était grand temps qu'il y en ait un, vu l'urgence de la situation. Est-ce que ce débat est à la hauteur? J'ai envie de dire oui, parce que les options que nous avons entendues ne sont pas toujours celles certaines ont créé des surprises. Alors, évidemment, moi, je me range derrière celle du président de mon groupe, Boris Vallaud, qui a défendu la position de la France. Enfin, j'ai fait un petit rappel historique au début de cette rencontre. On reste sur cette position-là. On voit bien que c'est une position qui est difficile, mais c'est la seule. Quand il n'y a pas de débouché politique, il n'y a pas de perspectives qui sont données. En Palestine, vous n'avez plus eu d'élections depuis 17 ans. La dernière, c'est 2006. Donc sans débouché politique, et ça c'est très important, et un débouché politique ne peut passer que par la perspective de deux États. Vous voyez bien que quand je disais que le dernier moment pour la Palestine, c'est 2012, c'est-à-dire plus de 11 ans et qu'il ne s'est rien passé véritablement entre les deux, c'est parce qu'il n'y a pas de débouché politique. Sans débouché politique, on ne peut pas avoir de perspective. Et puis évidemment, il y a eu l'intervention du président de la Commission des Affaires étrangères, Jean-Louis Bourlanges, qui rejoint notre position, qui est une position équilibrée. Et je pense qu'elle a surpris quelques membres de la majorité. Oui, bonjour. Adrien Canan, l'AFP. Je voulais savoir si vous jugiez que le déplacement d'Yael Braun-Pivet était équilibré quand elle est allée en Israël. Et vous avez été un peu attaqué là-dessus par Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous le considérez, Jean-Luc Mélenchon, comme un adversaire politique aujourd'hui pour vous, pour la gauche? Alors, sur la première question de la présidente de l'Assemblée nationale, donc ça, c'est un déplacement de la présidente de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un déplacement des groupes d'amitié. Quand la présidente de l'Assemblée nationale se déplace, elle fixe les rencontres qu'elle souhaite elle-même. Et nous n'avons pas de droit de regard, c'est normal, ce sont ses déplacements. Elle m'a proposé d'y participer, j'ai dit non. Elle a proposé à Boris Vallaud d'y participer, il a dit non. Nous avons dit non, pourquoi? Parce que nous souhaitons qu'il y ait ce double message. Un message de soutien à Israël attaqué par les terroristes du Hamas et une exigence de protection des populations civiles palestiniennes. Donc ça, c'est très clair. Donc nous n'y avons pas participé. Je pense que notre absence ou notre non-participation parle d'elle-même sur ce point-là. Quant aux attaques de Jean-Luc Mélenchon que vous signalez, écoutez, moi, elles ne m'étonnent pas plus que ça. Voilà. Fabriquer des fake news sur ce que je n'aurais pas dit me paraît pas très à la hauteur du débat politique. Anita. Est-ce que sur cette situation au Proche-Orient... Par contre, nous demandons que le groupe d'amitié puisse avoir une mission. Et dans ce cas-là, nous aurons évidemment un droit de regard sur les visites proposées, les rencontres proposées. Et ça fait partie du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc c'est effectivement ce que nous demandons.
Est-ce que vous sentez une tension particulière ces derniers jours autour de cette question sur le Proche-Orient? Yael Braun-Pivet dans le Figaro ce matin parle même de haine par moment à l'Assemblée nationale sur ces sujets-là. Vous présidiez hier les questions au gouvernement justement parce que la présidente de l'Assemblée nationale était en déplacement. Vu du perchoir, vu de l'hémicycle, est-ce que vous sentez... Je confirme que ce qui se passe en Israël se ressent dans des formes de tension qui avaient un peu diminué à l'Assemblée nationale et qui là sont très très vives. Bon, parfois avec, j'ai été obligée de reprendre une députée qui a dit le mot assassin. Je ne sais pas qui il visait exactement, mais enfin, en tout cas, voilà, ça on l'a quand même pas entendu depuis très longtemps. Oui, est-ce que vous pensez qu'il faut contrôler mieux les subventions de la France ou de l'Union européenne à Gaza? Moi, je pense toujours qu'il n'y a pas de chèque en blanc dans la vie et que quand l'argent public est mobilisé, pour quelque raison que ce soit, et encore plus pour éviter qu'il aille à financer indirectement du terrorisme, il faut qu'il y ait un droit de regard. Enfin, ça vaut pour les subventions européennes vis-à-vis de Gaza, ça vaut pour toutes les subventions européennes. Donc là, il n'y a pas d'exception, mais pas non plus de laxisme là-dessus. Anne-Cécile. Bonjour, Anne-Cécile Robert du Monde diplomatique. Vous qui êtes attachée à la cause européenne, comment vous percevez le positionnement des différents représentants de l'Union européenne dans ce dossier du Proche-Orient? On a vu des initiatives d'Ursula von der Leyen, on l'a vu critiqué par Charles Michel. Comment vous percevez ce positionnement européen? Justement, je suis en désaccord avec ce que fait la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Je pense qu'elle ne s'inscrit pas dans ce que l'Union européenne a, en tout cas, défendu jusque-là. Et du coup, ça a créé un malaise pour nous. Par exemple, pour moi qui suis très attachée à l'Europe, je ne vais pas vous mentir, ça crée un malaise. Et je pense que c'est préjudiciable, y compris pour que l'Europe puisse avoir une voix forte en matière d'affaires étrangères et de relations internationales. On n'est clairement pas identifié. Vous voyez, par exemple, on peut parler d'un autre sujet, l'Ukraine. L'Union européenne est celle aujourd'hui qui financièrement, quand on somme tout, l'aide humanitaire, l'aide financière et puis l'aide militaire, on est devant les États-Unis et on n'est jamais perçu comme le premier partenaire de l'Ukraine. Les États-Unis s'étant clairement installés comme le premier partenaire, ce qui n'est pas le cas. Donc, en fait, là-dessus, on voit bien que... Alors, évidemment, il faut qu'elle fasse avec 27 pays. Donc, bâtir une politique étrangère avec 27 pays, c'est sans doute plus compliqué que pour les États-Unis qui ont évidemment un président et puis une organisation différente. Mais là, je ne suis pas certaine qu'elle ait totalement bien réfléchi aux conséquences des dernières décisions et en tout cas de l'image qu'elle a donnée de l'Union européenne. La politique étrangère ne fait pas partie de ses missions d'ailleurs, si? On a quand même un représentant avec M. Borrell. Il y a un représentant, oui, c'est pas oui, Ursula. C'est pas, oui, bon, alors elle est présidente de la Commission européenne. Oui. Voilà. Mais en tout cas, là, je pense que c'est pas le bon message qu'elle a envoyé. François. François, j'avais raison politique. Sur la position de Mélenchon et certains de ses amis au sein des députés LFI, quelles conséquences vous en tirez sur l'avenir de la NUPES? Est-ce que c'est dès maintenant une rupture consommée ou est-ce que vous attendez encore, je ne sais pas, quelle évolution de la part de Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, il y a une décision qui a été prise, il y a un moratoire de notre part. Pour l'instant, il n'y a pas de durée fixée au moratoire, donc il y a un moratoire. L'intergroupe ne s'est pas réuni hier matin. Et puis, de toute façon, nous avons clairement pris une position sur un moratoire. Boris Vallaud s'est exprimé très clairement. Donc c'est un moratoire pour l'instant qui est sans durée. Oui, mais alors, quand même, est-ce que vous reprochez uniquement à Jean-Luc Mélenchon un manque de hauteur, ou bien est-ce que vous pensez qu'il s'agit là d'une dérive que lui reproche d'ailleurs un certain nombre de ses anciens compagnons, comme Julien Drey, qui revient à un antisémitisme qui n'a pas épargné totalement la gauche autrefois, ou bien est-ce que votre analyse,
C'est plutôt qu'il retombe dans le sectarisme qu'on appelait campiste chez les trotskistes, qui consistait, au fond, à avoir toujours un ennemi prioritaire, les États-Unis, l'impérialisme américain, et au fond, tous ceux qui s'y opposaient, quelle que soit leur méthode, sont considérés comme des camarades. D'où le soutien apporté à Corbyn autrefois, et même récemment encore, d'où un certain nombre de dérives des Insoumis, Mélenchon et ses proches. Sur les causes, j'en sais rien. Puis en plus, j'ai même pas envie de les analyser, donc je n'en sais rien. Sur le remodelage du paysage politique français qui m'intéresse plus, j'observe par exemple qu'en Allemagne, il s'est passé en début de semaine, la scission de Die Linke, donc c'est un parti plus à gauche que le SPD, avec du coup un nouveau parti qui vise à être populiste, de gauche et contre l'immigration. Ça, c'est factuel. Il suffit d'aller voir les déclarations qui ont été faites à l'aune de la création de ce nouveau parti en Allemagne. Donc je ne sais pas les orientations qui seront prises ou qui vont être prises, j'en sais rien d'ailleurs, mais pour ce qui nous concerne, nous gardons un cap qui est fidèle à ce que nous pensons être la gauche, à ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire avoir lutté contre... nous ne voulons pas aller sur des versants populistes qui viseraient à attaquer un tel ou un tel. L'idée, c'est vraiment de renouer avec l'universalisme. Et je pense qu'à chaque fois qu'on s'éloigne de l'universalisme, qui est très difficile c'est une idée qui est très difficile à peut-être incarner, à porter. Je ne vais pas en sous-estimer la difficulté, mais qui est indispensable depuis ce que nous portons depuis la Révolution française. Donc moi, je considère que nous sommes fidèles à cette idée-là. Si d'autres font d'autres choix, c'est à la limite leur décision. Pour quel motif, je n'en sais rien. Et je n'ai pas envie d'ailleurs d'épiloguer là-dessus parce que je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ce cap-là de l'universalité, de porter des valeurs qui sont le fondement de la République, nous voulons continuer à nous inscrire là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a ce moratoire aujourd'hui. Jean-Michel. Oui, bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Le groupe PS avait prévu de présenter un contre-budget en commun avec les Insoumis. Alors, le processus politique que vous venez de décrire l'a interrompu. Est-ce qu'il va être repris? Et puis surtout, est-ce que vous pouvez nous dire les éléments économiques, les marqueurs que vous aviez ensemble et que vous alliez proposer ensemble à propos de budget, ne serait-ce que si l'on pense à l'Europe ou à d'autres sujets que j'abrège pour ne pas prolonger la question? Alors non, je ne vais pas vous parler de ce qui aurait pu être dedans, mais je vais vous parler de ce qu'il y a dans le contre-budget socialiste qui sera présenté la semaine prochaine. Qui est un contre-budget, donc ce n'est pas ce que nous ferions si nous étions au pouvoir, mais qui répond au budget actuel du gouvernement. Et nous avons identifié 5 urgences et 2 priorités qui, si elles ne sont pas traitées, ce qui n'est pas le cas dans le budget aujourd'hui présenté par le gouvernement, si elles ne sont pas traitées, vont continuer à abîmer le pacte républicain qui lie les Français entre eux. Donc, sur les 5 urgences, vous avez le logement, vous avez la santé, vous avez le pouvoir d'achat, vous avez l'urgence écologique et vous avez l'éducation. Toutes ces mesures sont chiffrées. Toutes. Et en face, on met un financement qui comprend aussi des économies dans ce financement. Donc ce sera présenté la semaine prochaine. Nous pensons que aujourd'hui, dans l'état actuel du pays, il faut quand même se rendre compte que depuis 2017, la France est dans le dernier tiers de l'Union européenne pour sa croissance économique. Elle est, selon les années, à la 21e place, d'autres fois à la 23e place, parfois à la 20e place. En tout cas, elle est dans le dernier tiers des pays de l'Union européenne pour sa croissance économique. Et ça nous pose question. Ça nous pose question parce que quand vous avez une croissance économique faible, eh bien effectivement, votre budget il est sans doute plus difficile à équilibrer. Et ce débat-là, moi j'aimerais qu'il puisse avoir lieu. Il n'a pas lieu aujourd'hui, alors pas parce que le 49.3 intervient très vite, mais qu'on s'interroge sur le fait que la France aujourd'hui, de 2017 jusqu'en 2022, a été dans le dernier tiers des pays pour la croissance économique. Alors vous allez me dire, il y a 2020 et 2021. Je suis d'accord, mais ça, on peut les mettre à part ces 2 années-là. Ça fait partie des enjeux que nous traitons dans notre contre-budget.
Je ne sais pas ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur le contre-budget, mais en matière de logement, notamment, il y a quelques modifications par rapport à ce qui avait été annoncé ou prévu par le gouvernement dans le PLF, à ce stade en tout cas, sur Airbnb, sur le prêt à taux zéro. Ça vous semble encore très loin du compte en matière de logement ? C'est très loin du compte. Puis surtout, je vois que le gouvernement remet toujours ses objectifs, les révise toujours à la baisse. Ils étaient partis sur 225 000 logements sociaux créés, puis ils sont tombés à un objectif de 180 000, et là on va à peine atteindre 100 000. Donc je ne dis pas que tout le logement passe par le logement social, c'est pas vrai, mais il faut qu'il y ait une continuité, un continuum. Et si déjà vous êtes complètement amputé sur le logement social, eh bien jamais la crise du logement va perdurer. Et le logement est vraiment une bombe qui va exploser, sincèrement. Parce que vous avez des gens qui ne peuvent plus se loger. On ne peut pas dire le pays a une population qui augmente chaque année et ne pas envisager plus de logements. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, c'est mathématique. Hein. Vous n'allez pas. Les gens ont besoin quand même d'un espace minimum pour pouvoir vivre chez eux. À travers les thèmes que vous avez listés, ça veut dire quoi sur votre vision globale de ce budget ? La majorité défend un budget protecteur et responsable. Vous considérez que c'est un budget de gestion qui ne répond pas aux défis à venir ? C'est un budget qui ne se pose pas de questions sur la gravité du moment. L'économie, ce n'est pas ce qui fait la cohésion d'un pays, mais quand ça déraille, ça ampute la cohésion d'un pays. Je vais peser mes mots, hein, toutes les guerres sont apparues après des inflations importantes. Aujourd'hui, on est dans un contexte d'inflation importante. Quand vous avez la moitié des Français qui changent leur consommation, quand vous avez 12 ou 13%, donc sur 2 années, ça vous fait quand même quasiment du 20% sur l'alimentation, c'est monstrueux. Et c'est la première fois, je pèse mes mots, qu'en France, quand il y a une inflation élevée, il n'y a pas ce qu'on appelle la boucle prix-salaire, c'est-à-dire que les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation. Dans les années 70, quand vous aviez une inflation à je ne sais pas combien, à 15-16%, vous aviez une indexation des salaires sur l'inflation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si vous n'avez pas cette indexation ? Eh bien, que vous travaillez et que votre travail, le revenu de votre travail se fait gangréner chaque année petit à petit par quasiment 20%. Eh bien, ça, c'est la négation de la valeur travail. Parce que vous êtes dans une situation où votre travail ne vous permet plus de vivre. Et ça touche de très nombreux millions de Français. Je pense que ça devrait être la priorité à aborder parce qu'on voit que ça a des conséquences sur le pacte républicain et j'espère, ça peut aller très loin. À chaque fois, les grandes crises en Europe ont démarré avec une inflation qui n'avait pas été prise au sérieux par les pouvoirs politiques. Et pour ce qui concerne la France, dans les années 70, quand nous avions une inflation élevée, il y avait une indexation des salaires. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'il n'y a pas une indexation des salaires. Est-ce que j'ai même entendu quand même des socialistes à l'époque de François Mitterrand dire que quand même l'indexation était elle-même inflationniste, c'est-à-dire que ça entraînait, c'était une boucle sans fin. Oui, sauf qu'aujourd'hui, l'inflation, elle n'est pas liée au salaire. Elle est liée essentiellement à l'énergie et comme l'ont dit la Commission européenne et le FMI et l'INSEE dès décembre dernier, c'est-à-dire il y a presque un an, c'est lié au fait que quand vous avez des super profits, ce sont beaucoup eux qui entretiennent l'inflation. Et ces super profits découlent de l'énergie. On est dans ce moment-là. Donc l'inflation d'aujourd'hui, elle n'est pas due à des salaires qui auraient grimpé au-delà de la productivité du pays. Ce n'est pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que pour la première fois, dans notre pays, quand on a une inflation aussi élevée, les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation. Et ça tue même l'idée de travail, la valeur qu'on peut lui reconnaître. Et vous mettez des personnes, notamment des classes moyennes, qui sont dans des difficultés parce qu'elles travaillent et elles ne peuvent pas boucler leur fin de mois. Et juste, vous avez mentionné des pistes d'économie du PS, ce serait sur quoi ? Vous le verrez mardi prochain. C'est présenté quand, exactement ? Vous savez quel jour ? Mardi. Mardi, ok.
Sur la substance du débat budgétaire, vous évoquiez le 49.3. Alors l'an dernier, on est rentré dans une séquence, faute de majorité absolue à l'Assemblée nationale, où le gouvernement, pour faire passer PLF et PLFSS, utilise le 49.3. Les oppositions à géométrie variable répondent par des motions de censure. Comment est-ce que, et cette année ça va un petit peu plus vite, en tout cas sur le début du PLF, le 49.3 est arrivé plus vite que l'an dernier. Il semblerait que peut-être sur la partie dépenses, les choses soient organisées un peu différemment, mais comment est-ce que l'ancienne rapporteure générale du budget que vous êtes analyse finalement ce débat budgétaire parlementaire qui a encore lieu d'une certaine façon en commission, mais qui, à ce stade, est vidé de sa substance dans l'hémicycle? Alors, vous avez répondu à la question, parce qu'il a lieu en commission. Donc, les commissions durent beaucoup plus longtemps que d'habitude. Et encore, il y a une nouveauté qui est un peu passée sous silence, mais moi qui m'a stupéfaite. Pour la première fois à l'Assemblée nationale, les budgets, la première partie du budget et le budget de la sécurité sociale ont été rejetés en commission, à la fois par la commission des finances et la commission des affaires sociales. Et ce n'était pas le cas l'année dernière. Dans la même configuration politique, rien n'a changé par rapport à l'an dernier, ces budgets avaient été adoptés par leurs commissions respectives. Là, c'est la première fois qu'il y a un vote contre. Donc ça veut dire que la majorité, tous ceux qui se disent du soutien présidentiel, n'a même pas fait le plein. Donc ça, c'est quand même un signal, je pense, assez important. Et puis, ce qui pose problème, c'est que, la question qu'on doit se poser, c'est que pendant 5 ans, il n'y a pas de vote du Parlement sur le budget. C'est délirant démocratiquement. Quand on voyage et qu'on rencontre nos partenaires dans les autres parlements, qu'on leur dit qu'on ne vote pas le budget, mais ils se disent, mais attendez, la France, pays de la démocratie, qui a fait la révolution, qui a eu un des premiers parlements, et vous ne votez pas le budget, personne ne comprend. La faute à qui? La question est posée de façon un peu courte, mais on sait que traditionnellement, sur le budget, la majorité vote pour, les oppositions votent contre. Il y a des oppositions aujourd'hui très, très diverses à l'Assemblée. Est-ce qu'il faudrait que le gouvernement choisisse finalement un allié, peut-être les Républicains qui ne votent pas la censure pour faire voter son budget? On voit mal comment les choses, même si en termes d'organisation de la discussion, ça pourrait se dérouler différemment, on voit mal aujourd'hui comment les choses, parce qu'il y a aussi un jeu politique de part et d'autre, pourraient finir autrement. Alors, il y a effectivement un jeu politique, on ne va pas se mentir, je ne dirais pas le contraire, mais ça n'empêcherait pas, par exemple, de se dire, le gouvernement fait des débats sur la dette, etc., qui ne servent à rien, en fait, il faut quand même se dire les choses. On pourrait très bien avoir une discussion en Salle-Lamartine ou autre, on se mettrait autour de la table en disant, la situation, elle est celle-ci. Par exemple, moi, il y a une chose que je défends, c'est que la France arrête d'émettre des obligations indexées sur l'inflation. Les obligations indexées sur l'inflation, c'est-à-dire que vous allez voir un investisseur et vous lui dites je vous paye comme taux d'intérêt l'inflation plus 0,1%. Mais quand l'inflation elle est à 7, vous payez 7,1%. Quand elle est à 0, vous payez 0,1%. Aujourd'hui, il se trouve qu'elle est quand même plus élevée qu'elle n'a été par le passé. Les obligations indexées sur l'inflation, elles représentent 10% du stock total de dette de notre pays, mais elles représentent 30% du coût de la dette. Mais il faut quand même se poser la question. Ça, si on n'arrive même pas à en débattre entre nous, et le gouvernement refuse ce débat-là. Donc, vous voyez bien que quand on a un gouvernement qui est en situation de majorité non absolue, mais il doit mettre un certain nombre de sujets sur la table, pour se poser sur la question du financement. Sur le logement, je pense qu'on devrait pouvoir arriver à trouver quelques consensus sur cette question-là. Donc, il doit y avoir 2-3 sujets qui pourraient être mis sur la table, qui pourrait donner lieu à des amendements qui seraient votés. Quand vous avez Jean-Paul Maty qui vous fait un amendement sur les superdividendes qui est voté dans l'Assemblée et qui n'est même pas repris par le gouvernement, vous dites que là, c'est un renoncement total à avoir un budget démocratique. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Je suis désolée, c'est de sa responsabilité. François. Précisément, est-ce qu'il peut y avoir un accord sur l'Agirc-Arrco? Pour caricaturer, le gouvernement dit l'Agirc-Arrco fait des super profits, il faut qu'il nous en donne une partie, et c'était 1 milliard ou 2 milliards.
Maintenant, il y aurait un accord sur 400 millions. Est-ce que vous pensez que l'Agirc Arrco peut participer à l'effort national pour la revalorisation des retraites ? Alors, le gouvernement, pardonnez-moi l'expression, mais il est quand même sacrément gonflé, hein, parce que l'Agirc Arrco gère bien ses finances. Ils ont pris des décisions dans le cadre du paritarisme, des décisions qui ont été assumées, et maintenant, ils voudraient leur siphonner leurs réserves. Il ne faut peut-être pas quand même exagérer. Donc, le gouvernement se prend une leçon de gestion par les partenaires sociaux, et en plus, ils voudraient leur siphonner, en tout cas siphonner la partie de l'excédent qu'ils peuvent avoir. Donc, moi, franchement, je trouve que ce n'est pas des bonnes méthodes. Non, je croyais que tu voulais relancer, pardon, Chantal. Non, je ne voulais pas relancer sur ça. Je veux dire, il y a quand même peut-être un succès de ce gouvernement qui est la réduction du chômage. Personne n'en parle plus. Pourtant, c'est quand même. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quand même un positif ou pas ? Alors, il y a encore mais quand le chômage baisse, c'est toujours positif. Personne ne dira le contraire. Après, vous savez, moi je regarde aussi les chiffres de l'INSEE tels qu'ils sont, et la France est le pays de l'Union européenne dont la productivité baisse. Alors, vous allez me dire, la productivité, bon, tout ça c'est techno, oui, c'est de dire, on est en capacité, on a souvent vécu avec l'idée qu'on travaillait moins que d'autres, mais que quand on était au travail, on produisait plus que les autres. Bon. Aujourd'hui, c'est plus vrai, et ça continue à se détériorer. Donc ça, cet indicateur-là, il faut quand même le suivre de près, parce que c'est celui qui prédit un peu l'avenir. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de productivité, eh bien, vous investissez moins, vous créez moins, et d'autres, eux, ont une productivité qui augmente. Je pense notamment à l'Espagne. Qui fait énormément de progrès économiques ces derniers temps. Et à quoi ça tient, cette baisse de productivité ? Alors, ça tient sans doute à plusieurs facteurs. Il y a... Et ça répond à votre question du chômage. On a pris de plus en plus d'apprentis, ce qui est très bien. C'est normal qu'un apprenti délivre moins de productivité que quelqu'un qui a 10 ans d'ancienneté dans une entreprise. Donc ça peut s'expliquer. Par contre, et c'est positif de prendre des apprentis, on est bien d'accord. Par contre, quand vous voyez qu'on a une dégradation sur l'aspect technique, scientifique du pays, ça on le paye cash. Puisque Chantal évoque le thème de l'emploi, la commission mixte paritaire qui a eu lieu lundi sur le projet de loi dit pour le plein emploi a été conclusive. Ce texte-là, vous estimez que sa philosophie générale est mauvaise, notamment concernant la réforme du RSA, ou est-ce que c'est la façon de faire qui n'est pas adéquate ? Alors, nous, on a voté contre, on continuera à voter contre, on fera un recours au Conseil constitutionnel sur ce texte. Qui dit quand même, alors là, d'ailleurs, celui qui sort de la commission mixte paritaire est encore plus, pour nous, à nos yeux, négatif, puisque au départ, sorti de l'Assemblée nationale, c'était, quand vous avez le RSA, c'était d'avoir 15 heures d'activité par semaine. Maintenant, quand ça sort du Sénat, ça devient au moins 15 heures. Donc, personne ne dit que vous ne pouvez pas aller jusqu'à 35 heures par semaine. Enfin, parce que moi, au moins, c'est supérieur ou égal à 15. Hein, donc ça, c'est quand même une porte ouverte sacrément importante. Il y a la notion d'engagement réciproque, c'est-à-dire que quand vous aviez le RSA, que vous travaillez 15 heures, vous avez 15 heures d'inactivité, mais il y avait un engagement réciproque de l'État vis-à-vis de vous. Ça aussi, ça a sauté dans la commission mixte paritaire du Sénat. Puis alors un point, moi, qui me paraît délirant, c'est de dire si vous êtes au RSA, donc vous devez avoir les 15 heures, etc. Mais en plus, votre conjoint doit obligatoirement être déclaré à France Travail. Attendez, on est dans un pays de liberté quand même. C'est pas parce que votre conjoint fait quelque chose que vous devez forcément l'inscrire à France Travail. Enfin, on a quand même des choses qui, en termes de liberté individuelle, franchissent quelques caps qui me paraissent pas acceptables. Sur les au moins 15 heures, vous craignez même que ça puisse faire concurrence à un certain nombre d'emplois C'est pas en ces termes-là que je le vois sur la concurrence en certain nombre d'emplois. Nous, on défend un territoire zéro chômeur de longue durée. C'est une loi que nous avions votée sous le quinquennat Hollande, sous forme d'expérimentation. Non, je ne pense pas que ce soit en termes de concurrence, mais c'est en termes effectivement de philosophie de ce qu'était au départ le revenu minimum d'insertion créé par Michel Rocard.
et de la manière dont il est un peu dévoyé par ce texte. Mais ça veut dire que le gouvernement dit ce qu'on veut à travers ces 15 heures ou plus maintenant d'activité, c'est accompagner les demandeurs d'emploi et les allocataires du RSA en particulier vers un retour à l'emploi. Vous y voyez quoi? Une volonté de stigmatisation, de fragilisation? Pourquoi? Quelle intention vous prêtez au gouvernement sur le sujet? Je lui prête une intention politique. Faire un texte avec la droite. Donc c'est une intention politique. Oui, certains experts sociaux même analysent le RSA comme un peu un piège, dans la mesure où lorsque le salaire augmente, lorsqu'il y a des primes ou autres, justement le RSA est supprimé comme d'autres mécanismes comme ça, ce qui fait que les augmentations de salaire chez certaines personnes finissent par arriver à l'équivalence parce que les avantages sont supprimés. Exactement. Non, mais, ce sont des trappes, des pièges. Mais ces pièges-là, on en a bien conscience. Et c'est pour ça qu'en 2018, avec 15 départements, nous avions proposé une expérimentation via ce qu'on appelait un revenu de base. Et comme aujourd'hui, maintenant, il y a le prélèvement à la source, les tuyaux peuvent marcher dans les deux sens. Puisque avec le prélèvement à la source, l'État connaît, sous une durée de 2 mois maximum, vos revenus. Donc il peut y avoir un ajustement, vous savez, comme un ascenseur qui fonctionne dans les deux sens. Et c'est cette expérimentation-là que nous avions proposée. Il y avait 18 départements qui l'avaient proposé. Moi, j'étais même allée voir le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, en lui disant si 18 départements pour faire l'expérimentation, c'est trop, on peut passer à 5. Ça a duré 3 ans et on voyait véritablement comment ça pouvait fonctionner pour effectivement éviter ce que vous dites, c'est-à-dire tous ces effets de seuil qui dissuadent, parce qu'en se disant si je gagne un peu plus via mon activité, je vais me faire sucrer le RSA, parce que c'est ça le raisonnement. Alors, il faut que l'activité, ce soit un plus qui puisse... et donc, nous avions proposé tous ces gradients-là en disant, maintenant qu'il y a le prélèvement à la source, l'administration fiscale connaît quasiment en temps réel, elle est peut-être sous 2 mois, la situation de vos revenus, et tout ceci peut être ajusté extrêmement précisément. Aujourd'hui, le prélèvement à la source ne fonctionne que dans un sens, c'est-à-dire vous avez vos revenus, l'administration fiscale vous prélève l'impôt, mais rien ne dit que vous ne pourriez pas fonctionner dans l'autre sens. On connaît votre situation et on peut l'adapter, et c'est ce que nous avions proposé avec l'expérimentation du revenu de base. C'était en 2018, c'était il y a 5 ans. Ça remplacerait toutes les aides? Et on avait fusionné RSA, on avait des discussions avec les allocations logement, enfin, on avait vraiment, pour dire, on a une vision globale et qui permet d'avoir une réactivité aller à 2 mois près. Eh bien, ça a été refusé, ce que je regrette vivement. Parce que là, en plus, il y avait eu un travail des départements, 18 départements, 15 000 personnes avaient été sondées sur la Gironde, il y avait eu tout un travail vraiment de concertation sur le terrain, et je regrette que la majorité de l'époque ait fermé la porte à tout ceci. Mais le revenu minimum, dans ce cas, était valable pour tout le monde, y compris pour ceux qui travaillent? Non. Ah, mais ceux qui travaillent sont quand même handicapés. C'était sous condition de ressources. Non, on n'était pas allé sur le revenu universel. J'ai bien parlé de revenu de base, je pèse mes mots, d'un revenu de base qui aurait été expérimenté sur 18 ou 5 départements. Moi, j'avais proposé qu'on prenne la Seine-Saint-Denis, un département jeune d'Île-de-France, et puis un autre qu'on aurait pu prendre en zone rurale où il y a d'autres questions, puisque là, c'est l'emploi, on est éloigné géographiquement de l'emploi. Enfin voilà, vraiment, on avait fait un travail extrêmement documenté et précis, et je regrette que c'est encore une fois une expérimentation. Donc ça coûtait quand même pas grand-chose au gouvernement. Il pouvait l'arrêter au bout de 3 ans s'il le souhaitait, si elle n'était pas convaincante. Oui, rebonjour. Petit rappel historique, puisque vous l'avez fait pour 1981, indexation des salaires et des prix. Ça s'est terminé en catastrophe finale avec blocage des prix et des salaires. Ça s'appelait la parenthèse de la rigueur. Cette parenthèse fermée, je voulais vous poser une question sur l'immigration. C'est pas ce que j'ai dit, hein. C'est pas ce que non, mais dit. c'est ce que j'ai ajouté par rapport... Non, mais ça date pas de 81, c'était avant. Je dis qu'à chaque fois qu'on a eu de l'inflation dans les années 70, on avait une indexation des salaires. Je ne vous ai pas parlé de 1980. Ah ben si, on l'avait en 1980, l'indexation des salaires et des prix. Mais ça avait commencé avant. Ah ben d'accord, mais enfin, simplement, je rappelais comment ça s'était terminé. Mais bon, sur il y a eu aussi une baisse de l'inflation à ce moment-là, ça vous aura pas échappé. Oui, du 15%. Mais sur l'immigration, bon, je vais poser la façon la plus simple possible. Est-ce que vous pouvez nous donner votre position
sur question quantitative, sur le nombre d'arrivées d'immigrants que vous considérez comme raisonnable pour la France annuellement. Est-ce qu'en ce moment c'est trop, c'est pas assez? Comment vous voyez ça? Alors, sur l'immigration, moi j'ai une position personnelle, puisque je l'ai écrite dans un livre qui s'appelait « Les 30 Glorieuses sont devant nous », et c'était il y a 12 ans. Donc là-dessus, je m'étais fait suffisamment attaquer, notamment sur le volet immigration et sur la pyramide des âges de notre pays. Voilà. Donc, vous pourrez le relire si vous le souhaitez. Il y avait un chiffrage jusqu'en 2040. Mais c'était une position personnelle. Ça n'engage pas mon parti. Bon. Aujourd'hui, il y a un débat qui s'ouvre, qui va faire la 30e loi, ou je sais pas, la 20e, oui, 27e, je ne sais plus combienième loi, enfin en tout cas une vingtaine au cours des dernières années sur l'immigration, et j'entends que ce qui est un lieu de négociation entre la droite et Renaissance, c'est le fameux article 3 sur la régularisation des travailleurs pour les métiers en tension. Ben, nous y sommes favorables, nous l'avons dit, nous l'avons écrit dans une tribune, donc je pense que sur cet article 3, je ne sais pas s'il sera encore dans le texte ou pas. Pour le reste du texte, eh bien, écoutez, on va voir ce qui revient du Sénat. Voilà, en tout cas, sur la régularisation de tous les travailleurs des métiers en tension, nous y sommes favorables. Sur le texte, d'une façon générale, effectivement, vous le disiez, l'examen commence au Sénat début novembre, donc on verra ce qui en ressortira. Mais justement, pour créer un rapport de force avec le gouvernement, avec la droite, est-ce que, comme la gauche semble le dire aujourd'hui, ce texte, a priori, c'est non? Ou est-ce qu'en fonction de ce que le gouvernement est prêt à soit maintenir, soit accepter, vous faisiez référence à l'article 3, c'est une position qui peut évoluer? Parce que si la gauche dit non dès le départ... Non, mais je ne crois pas qu'elle va évoluer, vu ce qu'on entend dans les débats et vu les positions qui commencent à être prises. Honnêtement, je ne crois pas que notre position va évoluer. Ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait un grand écart qui soit fait. Et je ne crois pas que ce soit le cas de la part du gouvernement. Si, comme ça se dit, on verra encore une fois, pour l'instant l'article 3 existe, mais l'hypothèse d'une voie réglementaire pour cette régularisation des travailleurs sans papier avec une modification de la circulaire Valls est évoquée par certains au sein de la majorité. Est-ce que, sans que ce soit dans la loi à proprement parler, si le décret est présenté au moment de l'examen du projet de loi, vous considérez que c'est déjà ça, ou est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui doit véritablement être inscrit en dur dans la loi pour qu'ensuite il n'y ait pas de modification intempestive? Oui, enfin la loi, vous pouvez toujours la modifier. Donc je pense que tout ceci sont des... Comment dire ? Je pense que ça, c'est de la tactique gouvernementale pour pouvoir décrocher le vote de la droite au Sénat et sans doute à l'Assemblée. En particulier dans le contexte actuel, parce qu'on a entendu Gérald Darmanin après l'assassinat du professeur à Arras, Dominique Bernard, indiquer que ce projet de loi pouvait être un outil parmi d'autres pour lutter contre le terrorisme. D'abord, est-ce que selon vous, le fait de pouvoir expulser plus facilement un certain nombre d'étrangers en situation irrégulière, parfois fichés, etc., est-ce que ça peut être effectivement un outil? Est-ce qu'on peut mettre des mesures supplémentaires dans ce projet de loi, ou est-ce que c'est une façon de tordre l'objet initial du projet de loi pour obtenir un accord politique? Ce projet de loi, il est, comme le précédent sur la RSA, il est pour que Renaissance puisse obtenir un accord politique avec la droite. Bon, voilà. Donc ça, c'est une discussion entre eux, ça ne nous concerne pas. Alors, tout projet, évidemment, qui concerne les Français, évidemment, nous concerne, mais vous voyez bien que là, dans les discussions et les arbitrages qui ont lieu, c'est une discussion entre Renaissance et la droite. Auquel, a priori, sur ce thème-là, vous ne participez pas, ou en tout cas, vous dites, nous, ça ne... Vous voyez bien les propositions qui sont faites. Comment vous voulez qu'on puisse participer à ce genre de propositions? C'est une discussion entre Renaissance et la droite. Oui, pardon. Sur l'immigration, toujours, le Parti socialiste a présenté récemment sa nouvelle doctrine sur le sujet. Je voulais savoir si vous étiez à l'aise avec cette doctrine et si, comment dire, la méthode choisie par le parti pour renouveler ces doctrines sur certains sujets comme l'immigration, c'était la bonne méthode d'après vous?
Alors, il y a eu un travail qui a été établi par le Parti socialiste. Bon, c'est effectivement c'est pas tellement un changement de doctrine quand même, hein, c'est une réaffirmation. Nous sommes, moi, en tout cas, moi ce que je défends, c'est que je trouve la France fait partie à une position assez singulière où lorsque des étrangers arrivent sur notre territoire, on leur interdit de travailler avant que leur dossier soit complètement étudié. Bon, l'Allemagne ne fait pas comme ça et d'autres pays ne font pas comme ça. Et ça, le fait de refuser cet accès au départ au travail est quand même, pose problème. Parce que quand vous n'avez rien à faire, je pense que c'est un biais de notre législation. Alors ça n'empêche pas qu'il faille que les demandes de titres de séjour, de demandeurs d'asile soient étudiées. On est bien d'accord, mais vous voyez, il y a eu une exception faite pour les Ukrainiens qui sont venus sur notre territoire. Bon, moi, je parle de cas que j'ai vus, d'une physicienne qui aujourd'hui assure des heures dans une école, qui a une vraie valeur ajoutée pour effectivement tous les élèves, hein, qu'ils soient français ou ukrainiens. Et si elle avait été d'une autre nationalité dans un autre cas, on lui aurait interdit de travailler, parce que c'est ça le fondement, enfin en tout cas la règle qui existe dans notre pays. Donc franchement, je pense que en se fondant sur l'exemple ukrainien, il pourrait y avoir une réflexion extrêmement positive pour notre pays. En fait, aujourd'hui, on a parlé de la régularisation. La circulaire Valls de 2014, puisque c'est celle à laquelle vous faites référence, elle est très claire, hein, sur le travail, en tout cas, puisqu'on reparle du travail, elle est très claire sur le travail. En fait, ils travaillent au noir. J'en sais rien, mais... Allez voir aux préfectures, les demandes. Mais d'accord, mais quand vous dites à quelqu'un pendant 2 ans, vous ne travaillez pas, parce que c'est ça. Et avec les Ukrainiens, c'est pas ce qui s'est passé. Oui. Oui, il y a un procès inédit qui se prépare pour Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République. Je voulais savoir comment vous appréciez cette situation. Est-ce qu'il pourra, par exemple, encore travailler avec le Parlement pendant cette période? Comment il va faire? Et comment vous jugez son bilan politique jusqu'ici? Alors, sur l'histoire de ce procès, j'en sais rien. Enfin, ce que ça va être, effectivement, c'est une situation inédite. Je crois que vous l'avez tous dit dans tous vos papiers. Encore une fois, dans l'idéal, il faut quand même qu'un ministre puisse être libre. Donc quand effectivement on se retrouve dans ce genre de situation, je ne sais pas si la liberté elle est totale. Alors moi je pense que la situation doit être inconfortable à minima. Bon. Sur le bilan, sur son bilan en tant que garde des Sceaux, alors il y a des choses, effectivement les crédits ont augmenté, on ne peut pas le nier. Pour autant, ça fait peut-être écrit 10-15 fois pour avoir des statistiques. Moi, je suis ahurie que la justice n'affiche pas plus de statistiques. Je vais vous dire celles que je dépose quasiment chaque fois en question écrite. Je lui demande par département le nombre de dépôts de plainte pour violence intrafamiliale. Et je lui demande sur ce nombre de dépôts de plainte, quelle est la part qui est classée sans suite. Et pour celles qui ne sont pas classées sans suite, qu'est-ce qu'il y a eu comme condamnation? Je ne pense pas que ce soit le bout du monde d'obtenir ces statistiques-là. Eh bien, elles ne sont jamais publiées. Vous voyez, quand il y a des départements, parce qu'après, vous arrivez à voir, en allant faire des petites enquêtes aux départements autour de chez vous, quand vous avez 60% de classement sans suite pour des départements, vous vous dites quoi? Et ça, je pense que avoir un pilotage transparent avec des statistiques, c'est ce qui manque aujourd'hui à la justice. Et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est un exemple qui me pose problème. J'ai fait voter dans la loi de programmation de la justice, j'ai fait voter des amendements justement pour avoir ces données-là. À chaque fois, il avait mis un avis défavorable, quoi. Comment on peut avoir un avis défavorable sur des statistiques qu'on demande? C'est simple. Et ça, je ne parle pas de la doctrine après. Le droit, c'est toujours c'est un peu comme la tectonique des plaques, c'est en évolution. Mais avoir des statistiques département par département, en juridiction par juridiction, ça vous montre un peu comment la tectonique des plaques peut aussi évoluer.
Parce que le garde des Sceaux, il y a la loi, il peut donner un certain nombre de circulaires où il précise vis-à-vis des procureurs ce qu'il attend, mais après, le rendu, c'est quoi ? Eh bien, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des statistiques dans la justice, ces statistiques soient transparentes, rendues publiques. Donc, j'avais demandé ça pour les violences intrafamiliales, j'avais demandé ça pour les mineurs, les violences sur mineurs, combien de dépôts de plainte par département, combien sont classés sans suite, et pour celles qui ne sont pas classées sans suite, qu'est-ce qui se passe ? Des statistiques, juste avant Philippe, des statistiques qu'on a sont celles de la population et de la même surpopulation carcérale. Il y a 18 000 places de prison supplémentaires qui sont programmées d'ici à 2027. C'était 15 000, c'est devenu 18 000 à la suite d'un amendement d'Éric Ciotti. C'était un amendement LR. Voilà. C'était encore une négociation, j'aurais pu le rajouter en plus du RSA et puis de la loi immigration. Certains à gauche proposaient plutôt un mécanisme de régulation carcérale. À l'évidence, le gouvernement n'a pas souhaité envoyer le message qui allait avec et qui peut, on imagine, qui ont pu craindre un procès en laxisme. Vous regrettez cette philosophie de toujours plus de places de prison pour lutter contre la surpopulation, ou est-ce que vous comprenez que le gouvernement ait choisi cette option finalement ? Alors non, il n'a pas choisi cette option. Il avait prévu 15 000, il a rajouté 3 000 sur l'amendement Ciotti. Donc ça, c'était une négociation politique. C'est pas une négociation autre. Qu'il manque des places aujourd'hui par rapport à la surpopulation, ça c'est vrai. Et voilà, donc nous, on n'est pas sur... mais moi, j'ai assisté à la séance ce jour-là sur la négociation des 3 000. Ce n'était pas tellement de la ligne directrice politique. C'était de la négociation tacticienne et politique uniquement. Philippe. Je reviens sur la réforme des retraites. Le journal Le Monde annonce que le président du corps est débarqué, Pierre-Louis Bras, est débarqué. Le cabinet de la Première ministre précise que ce n'est pas une sanction, mais simplement le renouvellement d'une personne qui est à son poste depuis 9 ans. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus ? Alors, je pense que c'est un débarquement, voilà. Parce que le président du corps a une parole assez libre. Dans le dernier rapport du corps, le gouvernement avait réécrit des hypothèses. C'est un secret pour personne, hein, puisque effectivement, dans la comparaison entre le dernier rapport et l'avant-dernier rapport, on n'avait plus les mêmes hypothèses. Bon, voilà. Donc ça, honnêtement, de la part d'une première ministre qui est une scientifique, vouloir penser qu'on change la réalité des choses parce qu'on changerait le thermomètre ou parce qu'on changerait celui qui utilise le thermomètre, je trouve que c'est pas glorieux. Vous avez parlé tout à l'heure de moratoire au sein de la NUPES. Est-ce qu'il n'y a pas un moratoire au sein du PS qui est apparemment coupé en deux ? Alors, entre Carole Delga, par exemple, et ses amis d'un côté, Olivier Faure de l'autre, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle formation ou dans quel camp vous le situez ? Ben, vous le savez. Non, mais alors, je vais reprendre les choses depuis le départ. Moi, je suis rentrée au Parti Socialiste quand il y avait des motions. Alors, les motions, c'est un mot, c'est un mot très... Voilà, peut-être un peu vieillot, mais bon. Moi, j'aimais bien quand il y avait des motions. C'est-à-dire qu'on allait chez Emmanuelli, on allait chez Strauss-Kahn, on allait chez Fabius, sur des lignes politiques. Pas sur la bonne tête des personnes qui portaient ces fameuses motions. Bon. Aujourd'hui, le Parti Socialiste en 2018 a décidé qu'il n'y aurait plus de motion. Et bien du coup, on se retrouve réduit à des affinités de personnes. Je pense qu'en politique, c'est pas bon. Donc, il y avait un courant social-démocrate au Parti Socialiste, et puis après, vous aviez Emmanuelli qui était sur une ligne plus à gauche. Oui, chacun pouvait... et le Parti Socialiste était en capacité de faire cette agrégation. C'est-à-dire que, oui, il pouvait y avoir des courants, mais nous nous retrouvions. Aujourd'hui, c'est plus des affinités personnelles, ce que je trouve, ou des affinités de stratégie politique, d'alliance. Bon. Résultat des courses, le Parti Socialiste perd un peu de sa substance pour qu'on soit en capacité de dire ce qu'il pense vraiment sur les grandes lignes face à des changements du monde qui sont extrêmement...
qui sont extrêmement profonds. On parle de la guerre en Europe, c'était quand même jamais arrivé sur... alors il y avait l'ex-Yougoslavie, hein, enfin en tout cas, il y a des épisodes qui arrivent de manière aussi proche, ça doit nous interpeller. La transition écologique, c'est un mouvement qu'il va falloir faire comme les transitions industrielles qu'on a vécues, mais en 3 fois moins de temps. Donc ça pose des vraies questions sur le changement de la société. Et pour répondre à votre question, oui, je suis plus proche de Carole Delga que de la ligne d'Olivier Faure. Ça, vous le savez, parce que je n'ai pris part à aucune des textes d'orientation, parce que pour moi, ce n'est pas des textes d'orientation. Les vrais textes d'orientation, c'était les motions. Un courant social-démocrate, un courant très à gauche avec Emmanuelis, ça, on savait s'y retrouver. Là, ce sont plus des textes de stratégie politique. Ben, avant de faire de la stratégie, à mon avis, il faut développer un vrai courant de pensée. Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont un peu soulagés d'une certaine façon ou qui considèrent que la fin de la NUPES en tant que telle, en tout cas à l'Assemblée nationale, je rappelle que le groupe socialiste a enlevé la notion NUPES de son nom à l'Assemblée, est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent que c'est un mal pour un bien et que de toute façon il était devenu nécessaire de rebattre les cartes issues de l'élection présidentielle pour créer une autre dynamique à gauche? Oui, alors, on va dire les choses... Bon. Il est évident que Jean-Luc Mélenchon a fait un très gros score à l'élection présidentielle. Ça, c'est une donnée de 2022, c'est une donnée de départ. Mais il est évident aussi que le parti qui a le plus d'élus à gauche, c'est le Parti socialiste. Le Parti socialiste est le premier groupe parlementaire au Parlement. 65 sénateurs et 31 députés, ça fait 96. C'est le premier groupe au Parlement. Vous pouvez le faire comme vous voulez, à gauche, c'est le premier groupe au Parlement. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais c'est une réalité. 65 et 31, ça fait 96. Vous pouvez tendre les chiffres comme vous voulez, c'est le premier groupe à gauche au Parlement. C'est aussi celui qui a la moitié des régions. Il a 33 départements qu'il préside. Sur les villes de plus de 100 000 habitants, il est maire de la moitié. Donc, cette force-là, pour moi, elle ne doit pas être passée sous silence. Et elle doit pouvoir être en capacité aussi de peser dans le débat. Donc ça, c'est la première donnée, enfin les deux, le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, notre présence locale qui est indéniablement, quand même, en tout cas mathématiquement supérieure, il suffit de reprendre les chiffres. Et puis, ce qui se passe sur ce qui s'est raconté sur la NUPES à l'Assemblée. Il y a des choses qui se sont racontées qui sont fausses. Enfin, il y a un récit qui s'est raconté qui est totalement faux. Il y a 4 groupes. Sur les 82 scrutins en première lecture que nous avons eus l'année dernière jusqu'en septembre, il y en a 38 où nous avons voté tous ensemble et les autres où il n'y a pas eu un vote commun des 4 groupes. Donc cette diversité-là, elle existe. Seulement, peut-être que médiatiquement, elle a été écrasée. Oui. Et donc, le récit qui s'est raconté autour de cette alliance n'est pas celui qui s'est déroulé en réalité. Et ça me gêne. Ouais, mais une fois que vous avez dit ça, vous voyez les sondages aux européennes avec le RN qui caracole en tête. Là, on a l'impression quand même que la gauche divisée, elle fonce vers le mur et que le RN a quand même de fortes chances de gagner en 2027. Est-ce que vous n'aurez pas une responsabilité si vous n'êtes pas unis? Alors, aujourd'hui, à votre avis, si on fait un bilan NUPES au Parlement européen, on est combien? On est 25. Renaissance, ils sont combien? Ils sont 23. Le RN, ils sont combien? 23. Enfin, 18 plus 5, parce qu'il y en a 5 qui sont partis non inscrits. Donc la gauche, ou l'équivalent du périmètre de la NUP, est numéro 1 dans la délégation française au Parlement européen. Personne ne le dit. Et pour avoir ces 25 députés européens, on est parti comment? Chacun a nagé dans son couloir. Est-ce que ça a posé un problème? Alors vous allez me dire oui, en termes d'affichage, ça fait que ce que vous dites. Mais si on compte en nombre de députés, parce que c'est quand même ce qui compte, quand on vote des règlements au Parlement européen, qu'on manque des votes parfois à une voix, ce qui compte, c'est le nombre de députés qu'on a. Eh bien aujourd'hui, la gauche, elle en a 25. C'est la première force politique au sein de la délégation française du Parlement européen. Le mode de scrutin aux européennes, effectivement, pousse à ça. C'est le seul mode de scrutin où on a une proportionnelle à un tour. Voilà. Donc, et à l'échelon national, donc c'est encore plus. Est-ce que pour les européennes, vous allez avoir la tâche facile de défendre l'Europe, justement, de vous afficher pro-européen, parce qu'on voit bien qu'en ce moment,
il y a ils s'attendent, pas seulement en politique étrangère, mais là on voit que même l'Allemagne est prête à se débarrasser de certaines règles ou à outrepasser certaines règles pour défendre son industrie. Les Français disent la Cour européenne, je m'assois dessus. Enfin, on a toujours du mal. Enfin, toujours. Comment on va défendre l'Europe là? Bon, voilà, moi qui suis une Européenne convaincue, je reconnais que dans le débat national, c'est toujours compliqué. Parce que l'Europe apparaît comme soit techno ou confrontée à chacun pour soi au sein de l'Union européenne, et puis c'est le plus fort qui l'emporte. Bon, on va se dire. Et sur l'énergie, aujourd'hui on a un gros problème avec l'Allemagne, on ne va pas se mentir, hein, ce sont des discussions très difficiles. En même temps, s'il n'y avait pas eu l'Europe, on n'aurait jamais pu commander les vaccins comme on les a commandés sur l'épidémie de Covid. Parce que la France, je rappelle quand même, n'a pas été en capacité de fabriquer un vaccin. Donc s'il n'y avait pas eu, dans le fond, l'Union européenne qui passe en action pour commander des vaccins, ça ne se serait pas passé. Alors je pense qu'il faut avoir une réflexion plus profonde. Aujourd'hui, le Parlement européen établit des normes qui sont censées donner des directions à notre vie. Bon. Et les pays nationaux restent opérationnels. C'est-à-dire que c'est eux qui ont leurs finances propres, c'est eux qui votent leur budget, c'est eux qui peuvent, dans le fond, appliquer de manière plus ou moins différente l'ensemble de ces règlements qui sont votés. Moi, je pense que l'Union, sur un certain nombre de sujets, devrait passer en action. C'est-à-dire qu'on l'a vu sur les médicaments, sur la réimplantation d'industrie du médicament, je pense qu'il faudrait qu'elle passe beaucoup plus à l'offensive et en action. Et ça, c'est un petit peu un changement de modus operandi. Après, je prends d'autres exemples, hein, quand vous avez un hôpital qui est attaqué sur ses données, qui se fait siphonner, qui se fait planter tout son système informatique, aujourd'hui, sans la solidarité de tous les pays européens, on aura du mal à lutter contre tous les hackers du monde entier qui viennent perturber nos systèmes. Donc ça, l'Europe, elle a une action là-dessus. Évidemment, c'est moins visible, ça c'est sûr. Mais vous voyez, par exemple, moi je souhaiterais qu'on puisse refabriquer du médicament en Europe, que sur votre boîte de médicaments, il soit écrit fabriqué en Europe, que chacun puisse prendre conscience que cette dynamique-là, elle peut se retrouver dans le pays et sur le continent européen. Merci Valérie Rabault. Ce mot sur l'Europe, cette fenêtre ouverte sur l'Europe sera notre mot de la fin. Merci d'avoir répondu à nos questions pendant 1 heure. Pas de rencontre la semaine prochaine puisque nous serons le 1er novembre. Bon après-midi. Bon après-midi à tous.